Rebonjour, bienvenue, toujours en direct ici à Cap-Métier, à Pessac, où nous évoquons, vous le voyez, le printemps de l'orientation. C'est pas tout à fait le printemps, mais pour nous, c'est le printemps. Et nous allons évoquer aujourd'hui, enfin cet après-midi, la création d'entreprise, le compagnonnage et puis les parcours passerelles, entre autres. Ça va être un programme très riche. Pauline. Exactement, et vous le voyez, nous ne sommes pas tout seuls sur le plateau. À ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir Théophile Félix, qui est charpentier compagnon. Bonjour Théophile. Bonjour. À côté de toi, il y a Valérie Marty, prof à l'IUT GMP, génie mécanique et productique. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Gérard Cartier, professeur au lycée Val-de-Garonne. Bonjour Gérard. Bonjour. Pour compléter la liste, à ma gauche, Mathieu Gagnon, animateur, 100 000 entreprises, c'est ça ? 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs, pardon. Oui, en plus, c'était marqué entrepreneur. Je sais pas, je suis parti entreprise, mais bon, c'est un peu pareil quand même. Entreprise. Oui, on est dans le sujet. Juste à côté de vous, nous avons Anna Pedlaborde, chef d'entreprise, l'Échoppe de la Lune. Alors, nous avons un petit peu parlé avant l'émission, on en reparlera. Ça va être assez gourmand, on peut dire. Avec plaisir, oui, tout à fait. Et puis, à côté de vous, Thibaut Wagner, prévôt des compagnons. Prévôt, c'est le titre un peu pour dire, pas chef, c'est pas le mot que vous aimez, mais responsable, directeur. Bonjour. Bonjour. Oui, responsable des compagnons du devoir sur la ville de Bordeaux. Mais il y a depuis, je crois, le Moyen-Âge, ce terme de prévôt, qui prévaut. Ouais, mais c'est pas la même définition. D'accord. Mais ceci dit, puisqu'on parle des compagnons, Thibaut, je vous en prie, expliquez-nous ce que c'est le compagnonnage. Les compagnons du devoir, c'est tout d'abord la grande école des hommes et femmes de métier. C'est une association, loi 1901, qui permet à des jeunes femmes et des jeunes hommes d'évoluer dans un métier, dans un cadre unique, unique au monde. Rappelons-le, les compagnons de devoir, c'est français, et qui permet de se former du CAP jusqu'à la licence pro, voire master. Dans 6 filières différentes, 31 métiers actuellement. Dans un cadre, c'est ça aussi qui fait l'originalité, on va dire la singularité des compagnons, c'est un cadre très précis avec des valeurs aussi. On peut déjà en parler un petit peu, les détailler. Oui, c'est un cadre unique. On parle de grande école d'hommes et de femmes de métier, mais le terme exact que l'on emploie, c'est maison de compagnons. L'objectif étant de permettre aux jeunes qui viennent se former au sein de notre association de s'épanouir dans et par leur métier. C'est vraiment la définition propre du compagnonnage, à être épanoui dans et par son métier, chose qui actuellement, c'est pas forcément facile à mettre en place. Au travers de cette évolution de formation, il y a des valeurs, bien entendu, des valeurs humaines que tous avons en nous, que l'on développe et qui permettent de devenir un jour compagnon du devoir. Alors quelles sont-elles justement ces valeurs ? Ça va être des valeurs toutes simples, des valeurs de partage, des valeurs de transmission de connaissances, des valeurs d'ouverture d'esprit dans l'objectif d'avoir son propre esprit critique. Tout ça par le biais également du voyage, que l'on met un point d'honneur sur le voyage chez les compagnons, ce qui nous permet vraiment d'avoir un complexe de formation unique, encore une fois. Vous voyez, sur le plateau, on est 2 jeunes compagnons et c'est des jeunes de notre génération aujourd'hui qui formons les générations à venir, bien entendu avec le soutien de compagnons sédentaires un peu plus âgés. Théophile, comment on arrive à être dans ce monde des compagnons ? C'est le hasard, c'est une longue histoire, une vocation. Comment ça s'est passé ? Pour ma part, c'est mon grand frère qui est lui aussi compagnon charpentier, qui a 2 ans d'avance sur moi, qui est parti un peu par hasard dans cette branche, et je l'ai suivi 2 ans après. Ensuite, après un long périple sur notre Tour de France, on m'a proposé de devenir compagnon. J'ai fait mon chef-d'œuvre, une pièce réalisée sur plusieurs mois qui représente à peu près 1000 heures. Et ensuite, on m'a chargé de m'occuper des jeunes itinérants dans la région bordelaise pour pouvoir les perfectionner, leur apprendre un savoir-faire, un savoir-vivre également. Donc on est responsable d'une corporation et on leur donne les cours le soir, le week-end, et également un état d'esprit, tout simplement de la transmission de ce que j'ai appris par mes aînés. On va s'arrêter un peu quand même, parce que 1000 heures, c'est énorme. 1000 heures, c'est pas... Chacun, c'est ça fait partie aussi du... C'est une fourchette. Oui, mais bon, c'est souvent dans ces eaux-là. Oui, on est entre 500 et 1000 heures pour les charpentiers. Il y a d'autres corporations qui travaillent un peu, qui font un travail un petit peu moins conséquent, mais sur une durée plus courte également. Et chaque compagnon doit faire son chef-d'œuvre. C'est un passage obligatoire. Ouais. Ça montre c'est présenté en fait devant nos anciens, devant nos compagnons,
notre motivation et notre savoir-faire. C'était quoi? Oui, Titre votre personnel. chef-d'œuvre, du coup. Moi, c'était la reproduction du pavillon français de l'exposition universelle de Milan, un bâtiment qui a été réalisé en 2015, justement pour montrer le savoir-faire français à cette exposition universelle. Et du coup, je l'ai reproduit à l'échelle 1/25e. Voilà. Alors j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns de ces chefs-d'œuvre, mais là, par exemple, il est devenu quoi cette... Là, à l'heure actuelle, il a fait plusieurs musées, plusieurs expositions, au Salon Bois Construction à Nancy notamment, et il est exposé en permanence dans notre maison des Compagnons du Devoir de Reims. Ça doit être une fierté immense, j'imagine. J'irai pas jusqu'à la fierté, mais un accomplissement, oui. J'ai remercié énormément les compagnons qui m'ont fait confiance aussi, à me lancer sur un projet pareil. Et puis toutes les personnes qui m'ont accompagné, ma famille, etc. Et oui, c'est une fierté entre guillemets. Ouais. Donc à la base, vous le disiez, charpentier, c'était parce que vous avez suivi le chemin de votre frère. Tout à fait. Après, il y a la passion du bois qui était en moi depuis mon plus jeune âge. Hein. Donc voilà. Après, les compagnons, ils proposaient, comme a dit Thibaut, un parcours atypique. Ce qui m'intéressait, le voyage notamment, à travers la France, à travers l'Europe. Même le monde parfois. Enfin, par le monde. En ce moment, c'est plus calme. Exactement, on a cette possibilité de voyager à travers le monde. Mais oui, l'itinérance dans la France, apprendre des techniques différentes, rencontrer du monde et créer un réseau et vivre en communauté aussi. Encore une question peut-être à Thibaut avant de continuer le tour de table. Comment on explique, je parlais du Moyen-Âge, je crois que les premiers compagnons, c'est à peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Comment on explique qu'il y a toujours autant de monde, autant de jeunes qui viennent dans les rangs des compagnons? Alors, au Moyen-Âge, je ne sais pas, aujourd'hui on n'est pas vraiment capable de le dater. Mais comment expliquer qu'il y a toujours autant de sollicitations de la part des jeunes? Je pense parce que c'est des métiers de passion. On le transpire. Comme a dit Théo, on ne vient pas compagnon, c'est pas anodin, c'est qu'on est passionné par ce que l'on fait. Et également, je pense aussi par rapport aujourd'hui à la société, l'État aussi nous a beaucoup aidé en mettant en avant l'apprentissage avec les aides qu'il a pu y avoir vis-à-vis des différentes réformes. Et ça nous aide énormément. Ouais. Et aussi le fait qu'on soit encore une fois une formation basée sur le voyage, très attractive aujourd'hui. Les jeunes veulent voyager et on propose cette formation et ça nous aide beaucoup. En France, en Europe et hors frontières. Voilà, justement, vous parliez du voyage. Comment ça se présente finalement? Alors, à partir du CAP, on propose aux jeunes en deuxième année de partir en mobilité. Donc leur mettre le pied à l'étrier au voyage, partir 3 semaines hors frontières avec leur classe, leurs formateurs, pour apprendre différentes techniques de travail. On va partir en Europe, par exemple en Grèce, où je vais prendre l'exemple de boulangers qui vont en Grèce et vont pas avoir la même production de pain que ce que l'on a en France. Et également pour peut-être les plus doués, quelques mots d'apprentissage. Donc ça donne de l'attractivité. Et par la suite, quand la formation nous plaît, on s'engage sur le Tour de France, donc à voyager sur le territoire, où là, par la suite, on peut partir hors frontières. Donc on demande à nos compagnons sédentaires, à nos responsables, le choix de partir. Et ensuite, on prend nos responsabilités, on s'organise en conséquence et on part à l'étranger. À savoir qu'on ne part pas à l'étranger non plus à l'aventure sans filet. Il y a quand même un filet, on appelle ça un parrainage. Donc il y a quand même un compagnon qui nous suit, qui prend des nouvelles de nous une fois qu'on est à l'étranger. Et l'objectif est propre à chacun. On peut partir à l'étranger en ayant déjà une entreprise sur place, en se disant on se rassure, on a une entreprise, on a un logement, ou alors partir à l'étranger parce qu'on a besoin, nous, d'avoir des réponses un petit peu plus personnelles et partir un peu plus à l'aventure sans entreprise et démarcher nous-mêmes dans le pays, trouver notre logement, vivre l'aventure et revenir en France dans le but de devenir compagnon, mais surtout avec une ouverture d'esprit qui est unique. Alors, on va juste peut-être rappeler les filières. Vous nous parliez, Thibaut, tout à l'heure de 6 filières. Peut-être les donner aux élèves qui nous regardent et qui ne connaissent pas ces filières de compagnons. Il y a la filière de métier du goût, aménagement et finition, industrie, filière du bâtiment, Edmo Théo. Sur les filières, aménagement et finition, matériaux souples, effectivement, merci, un trou.
Bon, c'est pas grave. Donc, C'est bon. et vous retrouverez l'ensemble de nos 6 filières sur notre site internet, mais également les 31 métiers, avec des vidéos explicatives, parce qu'on représente 31 métiers, et je suis persuadé que par rapport à ceux qui nous regardent cet après-midi, il y a des métiers qui ne connaissent pas, Ils vont en découvrir, qui peuvent découvrir par l'intermédiaire de nos vidéos, et pourquoi pas par la suite des petits stages 24 heures, 48 heures, qui va leur permettre vraiment de se dire, bon, c'est le métier que je souhaite faire. Il faut inciter justement les élèves à faire des mini-stages. On les incite fortement aujourd'hui, avec le contexte sanitaire que l'on traverse, c'est très difficile d'aller faire des stages de 24 heures à 48 heures, de 1 ou 2 semaines. Les entreprises ne sont pas forcément pour, mais du moins elles accepteront qu'un jeune aujourd'hui aille dans leur entreprise juste à un stage d'observation qui va permettre aux jeunes de se dire ok, c'est le métier que je souhaite faire, ou non, c'est pas le métier que je souhaite faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent chez les compagnons en disant je veux faire le métier de boulanger ou pâtissier parce qu'ils ont vu meilleur boulanger de France à la télé, ou parce que papa maman les a guidés vers cette voie. Toutefois, il y a des métiers tels que couvreur aujourd'hui qui est très peu connu de la part des jeunes, alors que c'est une voie qui est à apprendre. Il y a beaucoup d'opportunités niveau embauche, et puis surtout professionnel, une évolution incroyable. Et d'un point de vue évolution professionnelle, d'ailleurs, Théophile, tu es charpentier du coup professionnel. Est-ce que tu as pour objectif de créer une entreprise, ou avec ton frère par exemple? Oui, c'est un peu particulier parce que du coup je suis sorti pour ma part de troisième, donc CAP. J'ai voyagé dans la France, j'ai passé mon BP. Là je suis en train de passer un DUST, un diplôme délivré par le CNAM. Et je travaille en bureau d'études maintenant. D'accord. Donc ça va faire 2 ans que je travaille en bureau d'études sur Bordeaux. Et donc la perspective d'évolution, oui, il y en a. Parce qu'on peut se dire on va faire un métier manuel, donc on va rester charpentier sur le toit toute sa carrière. Et non, justement, par le biais des compagnons, on a cette perspective d'évolution. Et oui, peut-être un jour, je vais être amené à montrer mon entreprise. À l'heure actuelle, je me forme à tout le côté bureau qui est primordial dans notre métier et dans une gestion d'entreprise également. Donc oui, on a une belle évolution devant nous, et on a de la chance dans notre métier justement de pouvoir partir de tout en bas et pouvoir monter au plus haut. Alors je me tourne vers Mathieu Gagnon, animateur de 5000 entrepreneurs. Est-ce que le monde de l'entreprise et le monde des compagnons, finalement, il y a des passerelles, on en parlera des passerelles tout à l'heure, mais il n'y a pas tant de différence que ça. Non, il n'y a pas tant de différence que ça. Et puis surtout, chez 100 000 entrepreneurs, donc association aussi, nous organisons des témoignages d'entrepreneurs en classe pour montrer aux élèves des modèles de parcours. Et donc, des compagnons pourraient tout à fait venir par notre intermédiaire, mais vous le faites probablement déjà en direct. Il y a des journées portes ouvertes, je crois aussi. Donc. Oui, ou dans le cas des journées portes ouvertes. Venir en classe, témoigner alors plus de votre parcours que de votre métier. Des témoignages métiers, les enseignants n'ont pas forcément besoin d'une association intermédiaire pour en organiser. Par contre, faire témoigner des professionnels sur leur parcours, ça c'est un petit peu plus singulier, et ça permet de montrer aux jeunes qu'en matière d'orientation, il n'y a pas une voie royale d'un côté et une voie de garage de l'autre. Entre les deux, il y a plein de nuances de parcours, il y a plein de possibilités d'atterrir quelque part, par des études longues, des études courtes, la voie professionnelle, la voie générale. Et donc ces témoignages de parcours d'entrepreneurs viennent incarner ça et déclencher chez les jeunes un « pourquoi pas moi », voilà, pourquoi pas devenir compagnon dans tel ou tel métier, ou j'ai bien aimé ce métier-là, mais j'ai surtout bien accroché sur cette manière de se former. Et voilà, et en écoutant ces témoignages d'entrepreneurs, comme celui d'Anna et comme les vôtres, comme on les entend là aujourd'hui, c'est très inspirant. Et l'objectif, c'est donc d'inspirer les jeunes, d'inspirer leur choix d'orientation, puisqu'ils n'ont pas forcément autour d'eux ces modèles-là. On est tous conditionnés par notre environnement. Donc c'est bien de pouvoir rencontrer des personnes d'horizons différents. C'est un petit peu l'inverse en fait du voyage du compagnon. Avec les témoignages 100 000 entrepreneurs, on fait venir les entrepreneurs en classe pour leur montrer une diversité de parcours. Là où les compagnons, eux, vont à l'étranger, à la rencontre du monde pour s'inspirer. Alors justement, Mathieu, 100 000 entrepreneurs, vous disiez que vous faisiez des interventions dans les établissements. Comment ça se passe ? Alors ça se passe de manière très simple. Les enseignants s'inscrivent sur notre plateforme numérique, sur notre site internet 100 000entrepreneurs.com, formulent des demandes d'intervention. Voilà, d'un côté. De l'autre côté, les entrepreneurs se sont eux-mêmes aussi inscrits, ont déclaré être d'accord pour intervenir de temps en temps sur tel ou tel département. La plateforme
propose aux entrepreneurs les interventions disponibles sur leur territoire. Et les entrepreneurs, quand ils ont un moment, si le lieu, la date leur correspond, choisissent une intervention. Ça met en relation l'entrepreneur et l'enseignant, l'intervention se passe et évaluée ensuite avec un petit système d'évaluation en ligne. Et il est à noter qu'auparavant, les entrepreneurs qui s'inscrivent pour la première fois sont accompagnés dans ce système, c'est-à-dire qu'il y a une petite vidéo e-learning d'une 20aine de minutes qui explique les attendus de l'intervention, qui donne aussi quelques conseils de bonnes pratiques, de manière à ce qu'ils ne soient pas complètement livrés à eux-mêmes pour leurs premières interventions. Et de la même manière, les enseignants sont également accompagnés, même si eux sont plus habitués à recevoir ce genre de témoignages, mais on insiste bien sur l'importance de la préparation. Il faut que l'enseignant communique avec les élèves, l'identité de l'entrepreneur qui va venir, bien expliquer aux élèves pourquoi il ou elle vient, et que les élèves puissent préparer des questions à poser à l'entrepreneur, de sorte que l'intervention est un échange, un dialogue, et pas une conférence. Comment ça se passe? Alors, c'est comme un peu une masterclass en musique. Enfin, il vient, il est sur une estrade, il discute. Comment ça se passe en fait? Non, on demande plutôt. Alors, c'est pas toujours possible de le faire, mais on demande aux enseignants d'aménager un peu la classe, d'enlever les tables. On met les chaises en U pour avoir une configuration plus propice à l'échange. Et donc, on invite l'entrepreneur, à casser la glace, on va dire, avec un petit jeu de questions-réponses. On indique de surtout pas parler plus de 3 minutes tout seul. Et s'il n'est pas interrompu, si on n'est pas interrompu au bout de 3 minutes par une question d'un élève, c'est à l'inverse d'aller nous-mêmes questionner les élèves en leur demandant ce que signifie pour eux le mot entreprendre, s'ils connaissent des entrepreneurs autour d'eux. Et je précise que entrepreneur, on l'entend au sens large. C'est pas seulement être créateur d'une entreprise ou être chef d'entreprise. La majorité des entrepreneurs qui interviennent sont des chefs d'entreprise ou des indépendants, mais on s'adresse aussi aux salariés, du privé comme du public, qui sont aussi des gens entreprenants et dont le parcours est intéressant à découvrir pour les jeunes. Donc on est bien sur l'esprit d'entreprendre au sens large et de communiquer aux jeunes l'idée d'être entrepreneurs de leur parcours. Et bien sûr, si parmi eux, quelques-uns créent une entreprise, on ne sera pas fâché, évidemment. Mais c'est l'idée de s'engager dans une voie, de ne pas avoir peur de se tromper. C'est pas grave. C'est pas évident d'arriver devant des jeunes comme ça, quand on n'est pas habitué. Il faut une volonté au départ, c'est vrai, mais ça doit être il faut avoir le trac un peu comme un comédien, j'imagine. Oui, puis comme nous ici, là, voilà, aussi. Il faut avoir l'envie de partager. Mais les entrepreneurs, en tout cas ceux qui s'inscrivent sur notre site, mais la plupart des professionnels ont cette envie de partager, et ça se fait de manière assez naturelle. C'est toujours un petit peu délicat les premières minutes, surtout avec les classes les plus jeunes, les quatrièmes, on commence à partir de la quatrième, on fait 13 à 25 ans, donc c'est vrai qu'avec les quatrièmes, les troisièmes, c'est un petit peu frileux au départ, il y a un peu de timidité, mais ensuite ça se déroule très bien. Et justement, quels sont les retours des élèves que vous avez? Parce qu'on imagine que d'avoir des entrepreneurs directement qui viennent parler de leur entreprise ou de leur métier, il doit y avoir de très très bons retours de la part des élèves. Oui, alors de la part des élèves et de la part des enseignants également, et de la part des entrepreneurs qui eux aussi, ils viennent pour délivrer quelque chose, mais en réalité, ils reçoivent aussi beaucoup de cet échange. Les retours des élèves, par exemple, ce matin, dans un collège de Secondini, dans les Deux-Sèvres, donc où nous étions, avec une jeune femme entrepreneur, les retours, c'est ils apprécient, en fait, on leur demande avec un petit jeu de post-it ou de petits papiers de noter un mot ou une phrase clé. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, il y avait 2 classes de 3e, mais ils apprécient en fait l'énergie qu'on leur transmet. Ils nous ont posé beaucoup de questions sur comment ça s'est passé pour nous, ces choix d'orientation, quelles ont été nos périodes de doute ou nos périodes d'échec. Et donc, ce qu'ils apprécient, je pense, même s'ils ne l'expriment pas forcément comme ça, c'est cette sincérité dans le partage qu'on a de notre parcours et de pouvoir faire un peu un feedback, on va dire, sur notre parcours à nous. On se remet un peu en scène à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, c'est se souvenir comment on était, nous, quel état d'esprit on avait au collège, au lycée, d'expliquer les échecs qu'on a pu avoir. Moi, j'ai pu expliquer, par exemple, que je n'ai pas pu faire d'études en STAPS parce que j'étais nul en sciences. Alors voilà, OK. Mais vous avez rebondi. Mais j'ai rebondi. J'ai quand même pu travailler dans le sport parce qu'il y a d'autres voies de formation, la formation professionnelle. J'ai expliqué aussi en quoi le fait d'être
d'être à l'aise à l'écrit m'a servi et me sert encore aujourd'hui. Et donc, c'est de leur dire aux jeunes, surtout aux collégiens, profitez-en, c'est le moment pour travailler ces choses-là, ça vous servira, même si aujourd'hui vous vous demandez peut-être un peu à quoi ça peut vous servir. Oui, c'est pas forcément une qualité, finalement, alors que ça l'est. Voilà, exactement. C'est une compétence, ce qui est demandé. Bon, on parle aussi, bien sûr, des compétences comportementales, de ce qu'attendent les entreprises qui recrutent. Donc ça, chaque entrepreneur, comme Anna, vient le dire avec son expérience, avec ses mots, avec la réalité de son entreprise. Mais voilà, c'est vraiment un témoignage sur le parcours. Donc on balaye un peu tous les métiers qu'on a pu faire. Voilà, moi j'ai 49 ans, donc j'ai connu plusieurs situations professionnelles. Et donc on vient discuter de ça et ça permet de faire baisser un peu la pression de l'orientation que les élèves ressentent, surtout quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ou alors, et c'est même des fois parfois pire, quand ils pensent être absolument certains de vouloir faire ça, mais ça peut être un choix parfois un peu dicté par l'environnement familial. Par dépit. Oui, alors... Voilà, donc c'est leur montrer que le jeu il est très très ouvert et voilà, donc de faire baisser la pression sur l'orientation. Vous avez cité Anna. Anna, bonjour. Rebonjour, Anna Pedlabord. Donc vous avez créé votre entreprise. Vous avez participé déjà à des ateliers comme ça? Tout à fait, et j'adore. Alors oui, pourquoi alors? Comment ça se passe? Quand on arrive, les élèves attendent, il y a un peu de trac, comment ça se passe? Non, pas du tout, parce que après moi dans mon entreprise, je suis au contact du public en permanence tous les jours, donc j'adore parler aux gens de manière générale. Je trouve que c'est ça qui nous nourrit, qui me nourrit moi individuellement et qui je l'espère, apporte aux autres. Donc l'idée, non, pour moi, c'est de parler aux élèves comme je parle à mon petit frère ou ma petite sœur et juste parler de mon parcours pour que ça soit leur chemin soit le plus facile ou le plus fluide possible, tout en sachant que chacun a son chemin de vie et son chemin professionnel et que, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais chemin en fait. C'est qu'on apprend un petit peu comme un couteau suisse à évoluer au fil de notre vie et moi encore aujourd'hui, j'ai envie de passer un CAP pâtisserie, j'ai envie de découvrir d'autres choses pour avoir d'autres cordes à mon arc. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on part dans une filière qu'on va être dans un carcan et qu'au contraire il faut se dire que tout est possible et que si on a envie de faire quelque chose, on y arrivera et que peu importe ce qu'on a commencé à faire au début. Voilà, moi ce matin je parlais avec mon boulanger. Mon boulanger me disait que c'était une reconversion, qu'avant il travaillait en droit. Mais quel est le rapport entre les deux? J'ai toujours pas compris. Mais c'est génial. Et il a 24 ans. Donc en fait, il est tout jeune. Donc il n'y a pas d'âge pour changer de voie. Et changer de voie, c'est pas un échec. Changer de voie, c'est juste se comprendre, se construire. Et moi, c'est ce que j'aime partager grâce à 100 000 entrepreneurs. Parce que donc, je suis entrepreneur et je suis aussi présidente de la délégation Bordeaux-Gironde de femmes chefs d'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu 100 000 entrepreneurs et que j'adore ça parce que, comme le disait Mathieu, on voit que les élèves y sont intéressés, que plus ça va et plus on a besoin de contact, d'interaction avec des gens qui sont sur le terrain, qui ont une expérience à partager parce que oui, l'apprentissage théorique en cours est fondamental et important, mais moi, ce qui m'a construit le plus, c'est de rencontrer des gens qui ont une expérience professionnelle. Donc voilà. C'est ce que disait Thibaut et Théophile, c'est ce côté interconnexion dans la vraie vie, entre guillemets, même si c'est la vraie vie aussi. Le partage, le contact direct. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve génial, justement, votre intervention sur le compagnonnage, parce que pour moi qui suis intéressée par tous ces sujets-là, pour moi, c'était vraiment charpentier, tout ce qui est métier vraiment de l'habitat, en tout cas, enfin voilà, mais presque de l'habitat et de l'art. Mais je ne pensais pas du tout que, par exemple, il pouvait y avoir boulanger et tout ça, donc ça m'a donné moi aussi envie de voyager. Mais voilà, exactement. Donc, on dit aussi sur ce que vous disiez, parce qu'on fait également de la formation continue chez les Compagnons du Devoir, de la reconversion. Oui. Et aujourd'hui, on a de plus en plus. Les gens vont à l'essentiel par rapport à ce que l'on traverse. Et ils se disaient, moi aujourd'hui je suis dans le milieu bancaire, et non, au final j'ai toujours voulu être jardinier paysagiste, j'ai toujours voulu être boulanger, et viennent chez nous pour se reconvertir. Vous en avez beaucoup d'ailleurs de personnes qui se reconvertissent? De plus en plus. Mais là c'est carrément du changement de vie aussi, on est dans autre chose là peut-être. C'est un changement de vie, mais les gens, c'est ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui. C'est peut-être que la crise sanitaire, ça se faisait avant, moins.
Et aujourd'hui, ça pousse plus les gens à franchir, à franchir le pas, quoi. Il y a la réelle quête de sens, justement. Mais je voudrais quand même, Anna, vous nous disiez un peu ce que vous faites, parce qu'on en a parlé un peu avant, et c'est quand même le rapport aussi avec les jeunes. Après, vous leur expliquez ce que vous faites. Oui, ou alors on commence peut-être ce que vous faisiez avant et ce que vous faites aujourd'hui. Exactement. Alors, je vais vous expliquer, mais juste pour compléter. Allez-y. On dit beaucoup qu'il faut un métier passion. Mais je voulais juste dire que c'est pas parce que notre métier passion, on l'a pas trouvé à 18 ans ou à 20 ans, qu'on l'aura pas plus tard. L'important, c'est au fil de son expérience de trouver ce qui nous anime pour aller plus tard dans un métier passion. Moi, aujourd'hui, je vis un métier passion que j'ai cherché au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Donc, il n'y a pas de s'obliger vite, il faut que je fasse des choix maintenant pour trouver mon métier passion, non. Alors, du coup, d'où je viens et ce que j'ai créé. Donc, moi, j'ai fait une filière très classique d'école de commerce et j'étais acheteuse en grande distribution pour Auchan, où je développais des produits à marque de distributeurs. Donc, si la glace à la fraise Auchan, elle est bonne et elle a un bon prix et il n'y a jamais de rupture en magasin, c'est parce que le métier, il est bien fait en amont. Donc, j'étais sur ce poste-là, mais je manquais de sens, c'est-à-dire que mon travail en termes de compétences m'emplissait énormément, mais j'avais besoin de dire aux clients tout l'amour qui avait été fait en amont par le fournisseur, les qualités de produits qui avaient été utilisées. Et je trouvais que finalement, quand vous faites vos courses en grande distribution, vous achetez une glace à la fraise parce qu'il vous faut une glace à la fraise. Mais moi, j'avais envie de crier au monde, mais vous vous rendez pas compte les fraises de dingue qu'on a mis à l'intérieur. Et c'est ça qui me manquait. Et du coup, j'ai créé une épicerie qui rassemble tous les produits qui sont nés à Bordeaux du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc ça s'appelle l'Échoppe de la Lune. C'est une épicerie historique et gourmande où tout est rangé de manière chronologique avec des petits panneaux qui vous racontent l'histoire des marques. Parce que justement, vous vous baladez comme dans un musée, mais c'est un musée où finalement vous pouvez acheter, vous faire plaisir pour vous, pour consommer local, pour accompagner aussi la production locale parce qu'on a des super artisans en Nouvelle-Aquitaine et surtout sur la Gironde sur laquelle moi je suis spécialisée. Mais aussi, vous pouvez faire des coffrets gourmands. Voilà, on a un site internet, on est présent sur les réseaux sociaux. On a envie un peu de redynamiser le produit local. Et finalement, la moutarde qu'a connue notre grand-mère et qu'on n'a pas connue, on a envie de la remettre à la mode et de dire... moi, par exemple, cette moutarde-là qu'on a en boutique, ça s'appelle la moutarde Louis. C'est une moutarde en forme de petite barrique de vin qui est née en 1825. Et moi, je l'ai connue parce qu'on m'en a parlé dans ma famille, mais personnellement, je ne connaissais pas. Et en fait, finalement, si vous n'avez pas votre grand-mère, votre arrière-grand-mère qui vous partagent ce puits de savoir qui sont, le jour où ils partent, c'est une part de l'histoire et de la gastronomie locale qui s'en va. Et nous, on voulait faire ce lien avec des grandes armoires bordelaises du XVIIIe siècle. On voulait faire ce lien entre les générations et ce lien social qui est la nourriture. En tout cas, voilà, c'est... Et raconter aussi une histoire, finalement, une histoire d'une région. Exactement, on voyage quand on vient dans votre épicerie. Exactement. Il n'y a pas que la moutarde. Il n'y a pas que la moutarde. On peut détailler un petit peu pour... Oui, les références. En tout cas, nous, on dit souvent que c'est un voyage immobile à travers le temps. C'est ce qu'on dit aux gens. C'est que, du coup, on passe dans les périodes. On a le cacolac dont on parlait tout à l'heure, qui est fait à Léognan. Il y a la crème Joc, la crème dessert qui se transmet de génération en génération depuis 1938. Mais par exemple, moi, la crème Joc, j'en ai toujours eu quand j'étais petite. J'ai découvert en faisant mes recherches que ça servait à nourrir les enfants pendant la guerre. Et c'est génial de dire que finalement, on va consommer un produit tout en sachant que, par exemple, les sarments du Médoc, les chocolats en forme de sarments de vigne, à l'origine, ils faisaient des bâtonnets de chocolat pour les chocolatines. Et c'est suite à un accident de machine que c'est parti comme ça. Et je trouve que c'est tellement meilleur quand on a ce petit truc en plus qui fait qu'on comprend d'où ça vient et qu'on a envie de le partager. On a un produit aussi que j'adore, c'est le sel de château. C'est du sel mariné dans du vin. C'était les bateaux qui transportaient le sel et le vin sur la Garonne et quand ça se mélangeait, ils le donnaient aux gens du coin. C'est comme ça que c'est né. Franchement, vous faites une purée, vous mettez de la fleur de sel de vin dessus et vous avez tout le monde qui vous dit « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Vous la pétez, vous dites « Mais attendez, tu connais pas ? C'est le sel sur le port de... » C'est ce qu'il va faire, Denis. Mais j'adore. Mais qui n'aime pas se la raconter en mettant juste un petit peu de sel comme ça sur le... Oui, c'est vrai que sur les produits alimentaires, justement, on a tendance à croire que tout est acquis. Vous prenez l'exemple du bloc de glace, du pot de glace qu'on va chercher comme ça. Et finalement, c'est vrai que de remettre une histoire, la dégustation est tout autre. Ça, forcément, les jeunes, j'imagine, quand ils écoutent ça... Voilà, ça match, quoi. Ils se disent, voilà, c'est du concret, il y a quelque chose, il y a le goût. Raconter une histoire autour de son projet. En tout cas, nous, on est dans l'équipe, on est tous passionnés. Et ce qui est génial aussi, c'est de voir les produits locaux de demain.
tous les gens qui... Moi, j'adore mettre en lumière les nouveaux entrepreneurs. On a certaines entreprises et certains produits qu'on a fait rentrer qui, malheureusement, n'existent plus aujourd'hui parce que entreprendre, c'est génial, mais entreprendre, c'est difficile. Et il faut qu'on arrête de le vendre comme un Eldorado. L'entrepreneuriat, c'est avant tout du travail. Et du coup, on a des marques qui n'existent plus. Mais en tout cas, c'est génial pour nous de montrer la diversité et comment les gens se battent pour créer le Bordeaux gourmand de demain, en tout cas. Donc là, la boutique, il n'y a personne en ce moment? Ah si, on est quatre, donc c'est bon, ouais. Donc 4 emplois, quand même. Oui, on a des stagiaires, des alternants, et grâce aussi à l'aide de l'État, et ça, merci l'État de nous permettre d'encourager l'emploi des jeunes parce que voilà, on est dans un contexte qui est difficile et moi j'adore accueillir des jeunes et c'est vrai que ça nous aide dans ce contexte compliqué. Deux choses juste, alors où se trouve votre boutique? Alors on est au bord de la Garonne, on est dans le centre qui s'appelle Bordeaux Village, qui était l'ancien nom c'était le Quai des Marques, donc on est au hangar 18, donc on est au bord de l'eau. Et pourquoi? Parce que mon entreprise s'appelle l'Échoppe de la Lune. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook. Voilà. J'allais demander les réseaux sociaux. On fait des reels et tout ça, donc n'hésitez pas, hashtag Échoppe de la Lune. Mais tout ça pour vous dire qu'on est au hangar 18, mais on a aussi un site internet et je pense que justement les produits locaux et les produits locaux anciens ne doivent pas être que anciens dans une armoire et doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation et de communication. Et pour le CAP boulangerie, il faudrait que directement avec les compagnons. Hein. Non, mais ça m'a trop donné envie. Si on peut pâtisser et voyager en même temps, mais que demande le peuple? Mathieu, justement, vous souhaitiez réagir pendant qu'Anna nous parlait de son projet. Simplement dire, voilà, c'est ça une intervention 100 000 entrepreneurs, c'est cette énergie, l'énergie d'Anna, alors qui est vraiment une super ambassadrice de l'esprit d'entreprendre. C'est aussi le discours de vérité. C'est pas que on ne sélectionne pas les entrepreneurs qui ont seulement des beaux parcours. C'est vraiment tout professionnel qui veut venir témoigner et aussi raconter que c'est difficile, qu'il faut travailler. Mais c'est surtout le témoignage sur le sens. Et là, c'est un témoignage qui est très très riche. Donc vous l'imaginez, étiré sur 1h30 avec un jeu de questions-réponses avec les jeunes. Avec des vocations qui se créent justement. Dégustation aussi ou pas du tout? Non, là, il n'y a pas de dégustation. Alors on fait des dégustations tous les week-ends. Donc il faut nous suivre sur Instagram et Facebook et vous avez tous les créneaux horaires et voilà. Et donc notamment samedi, on a la dégustation d'un nouveau gin qui est fait par un jeune homme qui a 29 ans avec son frère qui a 22 ans. Ils ont créé un gin qui est épatant parce qu'il est à 57 degrés d'alcool. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne vous dis pas qu'il faut le boire. Sur le gin, non. Non, oui, du gin, l'alcool. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un gin à 57 degrés parce qu'en fait, ça vient des Anglais qui avaient inventé un gin à 57 degrés parce que du coup, s'ils se faisaient attaquer et que le gin tombait sur la poudre à canon, ils pouvaient quand même bombarder les ennemis. Alors que si vous aviez un gin à 40 degrés comme ce qu'on connaît, la poudre à canon était inutilisable. Donc voilà, c'est un nouveau produit qui est sympa, mais qui a toute une histoire. Et on le rappelle. Il faut dire avec modération. On le rappelle, à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'aurais juste une dernière question, Anna, puisque vous parliez justement d'une association Bordeaux-Gironde, pour rebondir justement. Femme chef d'entreprise. Exactement, sur le côté entrepreneur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur cette association? Alors tout à fait. Donc moi, je représente la délégation Bordeaux-Gironde de Femmes chefs d'entreprise, qui est une association nationale. On a plus de 2000 membres en France et on en a partout dans le monde. Mais à l'origine, c'est une association française qui a été créée en 1945 par Madame Foinan, qui était maître de forge. En gros, il faut imaginer qu'à cette période-là, les hommes sont partis à la guerre et que les femmes, du coup, doivent gérer des entreprises alors qu'elles n'étaient pas du tout formées là-dessus et qu'en fait, elles se disent on est toutes à devoir prendre des responsabilités qu'on ne nous demandait pas de prendre avant. Et du coup, elles se rassemblent pour s'entraider. Et Femmes chefs d'entreprise, c'est une association de bienveillance et disons de sororité un peu. C'est plus de la bienveillance et du partage de connaissances entre des femmes qui ont des âges différents. Donc, qui va là aujourd'hui sur Bordeaux, on est de 34 à 78 ans. Il y a des femmes qui sont dans l'association depuis 30 ans et qui, moi personnellement, m'enrichissent énormément parce que du coup, on est chacune à justement faire un partage d'expérience, raconter comment on a vécu les choses et puis voilà, s'entraider. Donc, association nationale et internationale de femmes chefs d'entreprise et ça depuis 1945. Donc c'est super beau.
Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Allez-y Mathieu, une dernière chose à ajouter, je vous en prie. Juste, donc depuis beaucoup moins longtemps, donc il y a cette entente, ce partenariat entre femmes chefs d'entreprise et 100 000 entrepreneurs, et notamment au mois de mars, où on met l'accent sur l'entrepreneuriat porté par les femmes. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'on échange beaucoup. Et également dans ce cadre-là qu'on a créé un site internet qui s'appelle Entrepreneurs même pas peur. Donc entrepreneureux même pas peur, mais ça s'adresse aussi aux garçons, où on va amener les élèves qui veulent bien visiter et leurs enseignants à pouvoir revisionner des témoignages de femmes entrepreneurs et également relever des défis qui vont les amener à cultiver leurs compétences entrepreneuriales. D'accord, très bien, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors Gérard et Valérie, est-ce que vous pouvez nous parler de Parcours Passerelle? Qu'est-ce que c'est Parcours Passerelle justement? Alors, Parcours Passerelle, c'est un parcours. On est sur une formation plus traditionnelle, plus conventionnelle, donc universitaire ou post-bac en lycée. Et c'est venu d'une petite historique, ça fait 10 ans qu'on a créé ce parcours. C'est venu un petit peu d'un constat commun entre mes collègues de l'IUT Génie Méca de Bordeaux et les collègues d'une filière productique du lycée Val-de-Garonne de Marmande, où des jeunes de Bordeaux avaient tenté leur parcours de formation au niveau de l'IUT, post-bac. Au cours du premier semestre, ils ont trouvé des difficultés diverses d'adaptation à la vie en autonomie à Bordeaux, le rythme scolaire différent, plus papa et maman à côté, enfin, etc. Plein de raisons. Et leur parcours était chaotique. Donc les collègues cherchaient de l'IUT à trouver une réponse qui permette à ces jeunes de rebondir, ne pas rester sur un échec, l'échec entre guillemets. Et au cours de ces échanges, on a imaginé un parcours où ces jeunes retrouvent confiance en restant dans la même dominante de formation, c'est-à-dire le génie mécanique. Et on leur a proposé un parcours où, en définitive, ils ne perdent pas leur année de formation. Donc on peut peut-être voir... Oui, vous avez un appui. Un appui, donc je sais. Là, c'est nous, mais on est bien aussi. Hein. Voilà, ça y est, ça apparaît sur vos écrans. Oui, donc on a considéré que la réorientation n'était pas un échec. Oui. Et surtout, il fallait rebondir en positivant au maximum ce qui était déjà effectué. Donc on a fait l'analyse, bien sûr, du vécu et essayé de trouver des solutions qui permettent de rebondir dans les 4-5 mois du deuxième semestre de formation. Et au travers de nos réflexions, on a bien sûr essayé de proposer un parcours. Et ce parcours, c'était de rester sur une formation qualifiante donc de Bac plus 2. C'est le cas du BTS. Rester bien sûr dans la même dominante professionnelle future. Et on s'est appuyé sur le contenu déjà effectué au travers de l'IUT. Donc notre parcours est un peu particulier. Il s'effectue avec un stage de formation sortant du premier semestre de l'IUT de 6 semaines à l'entreprise pour les confronter à la réalité de ce que sera leur futur professionnel. À la fin de ces 6 semaines, donc, on se retrouve au mois de mai et pendant 8 semaines au lycée Val-de-Garonne, on les forme sur un rythme de 35 heures par semaine aux attentes des compétences du BTS CPRP qui est le BTS de la productique mécanique. Donc ces jeunes-là sont ensuite évalués pour voir si les capacités et les compétences sont atteintes et passent au travers d'un bilan en deuxième année si tout se passe bien. Et en deuxième année, ils prennent un parcours normal de BTS deuxième année. Et le bilan de notre expérience de 10 ans fait que ces jeunes ont pour la plupart continué au minimum licence pro derrière. Et certains sont allés au diplôme d'ingénieur ou master universitaire. Ça concerne combien de personnes? Alors c'est des petits groupes. Ça dépend bien sûr de la volonté de ces jeunes de tenter cette nouvelle chance. Ça va de 3, puisque le minimum qu'on a, je dirais, financièrement acceptable par rapport au budget que l'on a de fonctionnement, c'est 3 minimum et on peut aller jusqu'à 8 maximum. Donc voilà un petit peu les tenants et les aboutissants de notre passerelle. Et cette passerelle, quelque chose de très important pour qu'elle existe et qu'elle vive comme elle vit, c'est le travail en commun et la confiance réciproque des deux entités de formation, où on est vraiment très impliqués d'un côté comme de l'autre pour accompagner
sur le fond, bien sûr, du bilan du fond des compétences, mais surtout, je pense que la grande force de cette passerelle, c'est l'accompagnement psychologique, mental, qui fait le soutien qui permet à ces jeunes de repartir, non pas en situation d'échec, comme on a dit, mais en se disant, j'ai loupé quelque chose, je ne me suis pas investi assez, enfin, etc. Mais j'ai une deuxième chance, je vais réussir, et je réussis. Est-ce que finalement, justement, elle n'est pas là? L'idée, c'est vraiment de déconstruire ce terme d'échec qui a vraiment très mauvaise presse et qui amène une pression incroyable chez les élèves, finalement. Allez-y Valérie. Tout à fait, c'est vrai qu'on l'a vu et je pense que vous l'avez vu durant ces 3 jours. L'orientation, c'est vraiment un parcours de construction d'un projet et c'est complexe à mettre en œuvre. Et effectivement, voilà, au moment où on fait les choix, on fait des choix vers des filières que l'on n'a pas encore essayées. Donc c'est une fois qu'on est dedans que l'on est capable de voir si effectivement ça convient ou ça convient pas et que c'est super important d'accompagner ces jeunes une fois qu'ils ont fait leur choix, de continuer à travailler avec eux sur leur projet. Et c'est vrai que ce soit en lycée, en classe de BTS ou bien à l'université, dans n'importe quelle licence, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont vraiment accompagnés dans leur projet ou à l'IUT dans nos formations de DUT. Il y a par exemple ce qu'on appelle le projet personnel et professionnel. C'est un temps spécifique qui est à l'intérieur, qui est compris dans les programmes et qui va permettre, pendant la formation, de continuer à accompagner ces jeunes dans la suite et donc pour poursuivre au jour le jour la construction de leur projet. Et effectivement, de temps en temps, les projets, ils ont besoin d'évoluer et c'est pour ça que c'est important de pouvoir, au sein des formations de l'enseignement supérieur en particulier, de les accompagner. Et je pense que vous avez déjà reçu des personnes qui ont dû vous parler de ces éléments-là. Nous, on est un exemple qui est une collaboration entre un département, parce qu'on a des promos de première année de 80, 85, donc c'est un petit groupe d'étudiants. Un lycée, c'est parce qu'on se connaît, c'est sur la durée, et ces éléments-là sont importants, mais il y en a d'autres. Je pense par exemple à l'IUT, on a un Fab Lab. Donc le Fab Lab cohabite et au sein de ce Fab Lab, on a également d'autres programmes comme le programme IS par exemple qui permettent d'accompagner des jeunes dans un processus de construction de leur projet, de réorientation. Et là, on va plus sur des réorientations qui peuvent être des choix, des réorientations de secteur, parce que ils avaient pris une filière de formation, ils ne s'y retrouvent pas une fois qu'ils sont dedans, ils sont un petit peu perdus, et comment on trouve un endroit, un lieu avec des activités qui leur permettent de retravailler ce projet professionnel. Donc il y a plein de choses qui existent. Le mot important, c'est que le projet personnel et professionnel, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, on l'a vu, et se construit même dans la vie active, et que du coup, les jeunes, il ne faut pas qu'ils se disent « ça y est, j'ai fait mon choix sur Parcoursup, ça y est, c'est terminé ». Non, il ne faut pas qu'ils hésitent à continuer à réfléchir, et surtout, il ne faut pas qu'ils hésitent à se retourner vers les responsables de formation, à partager avec les gens autour d'eux, que ce soit leur famille, que ce soit les encadrants, les doutes, les inquiétudes, leurs états d'âme sur les choix qu'ils ont pu faire, parce qu'il existe plein de pistes pour les orienter, comme celles que l'on a présentées là, et ils peuvent s'en saisir, et donc ils peuvent faire évoluer leur chemin. Une question pour Théo. Est-ce que le mot échec chez les compagnons, il est tabou ou on le traduit différemment? Comment tu vis ça? Ça t'est arrivé déjà d'être en situation un peu compliquée? On se remet en question. Au début, ça a été très compliqué quand j'avais mes copains qui sont partis au lycée, qui avaient toutes leurs semaines de vacances, etc. Mais je savais pourquoi je faisais ça. Tous les efforts, ils payent dans tous les cas. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, faut y aller. Il faut avoir confiance en soi. Et quand on veut, tout est possible, tout simplement. Même question à Thibaut, ce côté justement de changer à un moment donné. Chez les compagnons, c'est sur la longue durée. Donc comment on vit ça? Si on a envie peut-être de se réorienter, c'est possible aussi?
Ouais, bien sûr, c'est toute la force aussi du compagnonnage. Il n'y a pas d'échec et c'est pas parce qu'on s'engage dans le compagnonnage qu'on se dit je vais absolument finir compagnon, loin de là. Et c'est également notre force d'accompagner les jeunes dans la réorientation. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa formation que c'est tabou et il y a eu un échec, bien au contraire. On l'a accompagné dans sa formation chez les compagnons, on l'accueille également après, à l'après. Et vous l'avez très justement dit d'ailleurs, Valérie et Gérard, bien sûr qu'il y a Parcoursup, il y a la définition de l'orientation, du moins l'idée qu'on s'en fait, mais finalement la meilleure des choses aussi c'est d'aller directement au contact de professionnels, tester par des stages, des mini-stages, se renseigner auprès de nos pairs, des élèves, des personnes autour de nous pour qu'ils nous renseignent du mieux qu'on peut. Tout à fait. Et je dirais que ça vaut aussi pour les formations. C'est-à-dire que la notion de mini-stage, elle peut être faite en entreprise et on peut aussi aller passer une demi-journée, une journée en formation et ça, c'est très important. La situation cette année, par exemple, nous a pas permis de faire les journées qu'on appelle d'immersion à l'IUT et c'est un vrai manque pour nous parce que voilà, c'était des journées très très importantes pour les jeunes. Ils avaient la possibilité de discuter avec des étudiants aussi et bon voilà, on espère qu'on va pouvoir remettre ça en place très très rapidement. Oui, je suppose qu'en lycée, en BTS, il y a les mêmes ces mini-stages qui sont possibles, c'est très simple, on contacte l'établissement et sur un jour ou deux, justement, les élèves viennent par petits groupes. Et on les met en contact surtout avec les deuxième années ou première année qui ont commencé leur parcours. Et les échanges sont le plus efficaces à ce niveau-là. La parole de l'adulte, du prof, c'est toujours la bonne parole. Ce en quoi il investit au quotidien dans sa formation. L'échange entre étudiants apporte, je dirais, le côté le plus proche de la réalité et du jeune, ce qu'il va vivre vraiment. Et comment il est apprécié ou vécu par celui qui est déjà dans la formation. Vous l'aurez compris, du coup, chers étudiants, testez, faites des mini-stages, renseignez-vous, soyez curieux et tout va bien se passer. Les échecs, ce sont juste des occasions de se réorienter. Tout simplement, on va se réorienter peut-être, nous, chez les compagnons. D'abord, on va manger du jock en buvant un cacolac, mais je ne sais pas, je ne vois pas. Et regardez, et apparemment, on nous dessine. Voilà, donc on a une réorientation dessinatrice. Je crois que Lydie fait des miracles, vraiment magnifiques. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. C'était passionnant. Merci. Pour cette émission. Merci beaucoup. On vous le rappelle, vous pouvez nous poser vos questions en direct. On y répond ce soir à partir de 18h30. Le numéro qui vous est donné par Denis. 3, 2, 1. 05 57 57 73 deux fois. Excellent. Il est marqué sur votre écran, justement. Il était inscrit sur votre écran. Appelez-nous. On vous répondra en direct ce soir. Mais on se retrouve tout à l'heure à 15h pour vous parler de nouveaux métiers. À tout à l'heure.